Pendant que François van den Bolk poursuit longuement sa minutieuse observation de la maison de Clotilde, Germain a donné rendez-vous à Francisca à l'écluse du Chien, non loin de la porte du rivage. C'est la troisième fois qu'ils se rencontrent en secret pour laisser libre cours à leur passion partagée. Francisca, la dentelière, une femme un peu replète de 33 ans, attend son amant debout sur la rive de la Seinette qu'elle observe. La dérivation de la Seine se rapproche à cet endroit du canal de Willebroek et passe sous l'auberge du Chien Vert, où une prise d'eau alimente au besoin le canal au moyen d'une vanne. Deux aqueducs voûtés, fermés également par des vannes, déchargent leurs eaux surabondantes dans le fossé pratiqué le long du canal. Lorsque Germain approche à grands pas, Francisca en fait un dans sa direction, impatiente d'enlacer ce corps blême et maladroit. Elle lui prend le visage entre les mains et l'embrasse à pleine bouche. Leur baiser se fait rapidement passionné, tandis que le jeune homme cherche de la langue le contact de celle de la béguine. Il la pousse ensuite gentiment vers le côté du sentier et l'invite à s'asseoir sur un tapis d'herbe étalé à l'ombre, près des buissons. « Ça va, Chouque, tu vas bien ?» demande Germain en caressant tendrement ce doux visage bien en chair de poupon aux yeux bleus. Ses courbes généreuses et harmonieuses ont le don d'affoler le jeune homme de 26 ans. Tandis que Francisca lui raconte les dernières nouvelles, il passe une main fébrile sous la longue jupe, trouve la cheville, caresse le mollet, remonte vers le creux poplité, prend le frisson engendré par la caresse comme une invitation à poursuivre l'ascension sensuelle. De ses doigts malhabiles, il fouille l'intimité humide tout en se penchant vers les lèvres offertes et embrasse fougueusement sa maîtresse, la renverse d'un mouvement décidé du buste et envahit sans attendre de son phallus impatient le sexe ardent, prêt à l'abordage impudique. Deux cygnes blancs voguent sur le cours d'eau, l'un totalement indifférent aux ébats des bipèdes, tandis que le second leur tourne ostensiblement le dos et se hâte la tête haute vers l'autre rive, comme offusqué par ces frasques publiques. Quelques poussées énergiques de reins plus tard, les amants éclatent de rire de concert, rassasiés. Germain se redresse légèrement, se rajuste prestement, picore de doux baisers le pli de bébé que Francisca a au cou, puis s'assied en la contemplant. Ses longs cheveux blonds qu'elle maintient par un bandeau brodé rappellent les blés de la campagne campinoise où elle a passé les 12 premières années de sa vie. Depuis qu'il l'a rencontrée lors de leurs échanges commerciaux à l'origine, il ne l'a jamais vue sans ce bandeau doré, égayé de fleurs roses, pourpres et lilas. Comme il le lui fait remarquer, elle lui confie que c'est son amie d'enfance, Cornélie, béguine comme elle, qui le lui a brodé en témoignage de son amitié. Brillant sans arrogance, doté d'une grande conscience professionnelle, Germain a repris l'activité familiale comme l'avait fait son père avant lui. Dans la famille Van Hoof, on était bénisse de père en fils. Francisca était venue le trouver, comme tous les artisans de la ville, pour le convaincre d'acheter quelques pièces de dentelle afin d'agrémenter leur commerce et ainsi attirer davantage la clientèle féminine. Lui, petit, sec et musclé, une petite tête brune copieusement bouclée, a peu confiance en lui-même. Enfant, il était vulnérable, car facilement inquiet et complexé. Son nez un peu long lui ayant toujours valu les moqueries de ses frères, il appréciait plus les jeux solitaires que collectifs. Rien d'étonnant à ce qu'il ne soit pas très à l'aise dans les rapports humains. Elle, énigmatique et mystérieuse, a une personnalité singulière, quelque peu paradoxale, sans doute parce qu'elle n'aime pas suivre les voies trop fréquentées, ou plutôt parce qu'elle souffre d'une certaine inadaptation. Enfant, elle était extrêmement sensible et réceptive à son environnement,
Ne recevant ni sécurité ni protection affective, elle s'est échappée très jeune de la maison afin de trouver des échanges affectifs primordiaux à l'extérieur. Discrète, réservée, elle s'est montrée pourtant audacieuse avec Germain, ayant vite décelé que derrière son abord froid et distant se cache un être sensible et déconcertant, tantôt flegmatique, tantôt passionné. En amour, Francisca sait qu'elle est sentimentale et à l'écoute de son partenaire. Elle n'a dès lors pas longtemps hésité à se choisir ce compagnon plus jeune, qu'elle peut protéger et materner. Cependant, elle se sent parfois partagée entre son indépendance foncière et son besoin de fusion avec Germain. Déçue dans un premier temps de découvrir que son amant est en réalité marié, elle s'est rapidement consolée à l'idée de pouvoir réaliser son souhait de se consacrer à sa vie professionnelle. Mais aujourd'hui, pourtant dotée d'une certaine insouciance, Francisca commence à avoir des doutes quant à l'avenir de leur relation et le lui dit. Germain a des principes, une moralité un peu stricte, des scrupules, mais il est méfiant et prudent. Il craint plus que tout sa Catherine, qui est plutôt femme à lui flanquer une carafe à la tête lorsqu'elle part dans ses colères. Il décrit sa femme comme une personne susceptible, qui a constamment besoin d'attention, de compréhension, et de sentir qu'elle est aimée, appréciée à sa juste valeur. Sa sexualité est compliquée, soumise à de nombreux refoulements, explique-t-il. Sa grande susceptibilité n'est pas non plus étrangère au blocage et au rejet. Elle s'est montrée séduisante à souhait pour me prendre dans ses filets, dit le jeune homme. C'est que Catherine sait ce qu'elle veut et peut se montrer enjôleuse quand elle a une idée en tête. Mais j'ai vite déchanté, conclut-il. Tes Wittebrodsweken n'ont donc pas fait long feu, lui répond Francisca. Comme Germain la regarde avec des yeux de merlan frit, la bouche ouverte, Francisca éclate de rire. Les Wittebrodsweken sont les premières semaines après le mariage. Witbrod veut dire pain blanc, ça tu le sais, je pense. Oui. Donc les semaines de pain blanc, ce sont celles où tu as pu manger le pain des jours de fête, au lieu de ton pain noir quotidien, ton pain de seigle, quoi. Après avoir ri, les amants restent silencieux un moment, puis Germain se résout à quitter sa belle, non sans lui avoir prodigué le rabiot de baisers qu'elle lui réclame. Devant tous deux emprunter partiellement le même chemin pour rentrer, il est convenu qu'elle le suivrait avec une dizaine de minutes de délai pour éviter à tout prix d'être vus ensemble. Alors que Francisca est sur le chemin du retour, elle se réjouit de cette précaution, car elle croise l'inspecteur qui vient de quitter le béguinage. Pour s'aérer les idées, ce dernier, qui bien souvent préfère se déplacer à pied plutôt qu'en calèche, a décidé de faire le grand tour de l'enclos pour rejoindre sa maison, longeant la rue de Laeken vers les remparts, puis tournant à gauche dans la rue des Baraques, qu'il suit jusqu'au bassin des Barques, pour ainsi arriver au marché aux cochons, puis au vieux marché aux cochons. Son assurance lui donne une prestance qu'il renforce par son élégance vestimentaire. Francisca l'a reconnu sans peine. Lui, plongé dans ses pensées, ne l'a pas vu. Ressentant le besoin de se dépenser physiquement, il marche toujours d'un pas rapide, s'arrêtant de temps en temps pour ramasser des branches épaisses dans lesquelles il sculptera de tout petits objets, son activité favorite le peu de temps que lui laisse son travail de clerc du sang. Lorsque Francisca entre dans l'enclos, elle voit Angèle balayer le pas de la porte chez la dentelière. La journée touchant à sa fin, elle propose à la jeune fille une petite balade à travers les beaux jardins du béguinage. L'adulte attend patiemment que la novice range son matériel, retire son tablier soutaché et la suive à travers les ruelles paisibles. Elles font quelques pas en silence, tirant un effet bénéfique et apaisant de la nature environnante, l'odeur de la mauve musquée d'un ravissant rose nacré,
le son de la linotte mélodieuse chantant le crépuscule, la vue des boutons d'or, mauve blanche et reine Marguerite recevant les derniers rayons de la journée. Francisca, pour qui l'amitié et le contact avec les autres sont prépondérants, a d'emblée tenté de percer le mystère de l'once de fausseté qui se cache derrière le doux sourire d'Angèle. Ayant elle-même le goût du jardin secret, elle comprend complètement la réserve de la jeune fille et entend la respecter. Cependant, captant épisodiquement un soupçon d'amertume inquiète passé dans les yeux d'Angèle, elle lui fait savoir qu'elle peut lui prêter une oreille disponible et bienveillante, en particulier en ces temps éprouvants pour toutes. J'appréhende l'entrevue avec le clair du sang, se confie l'ado. Je crains de ne pas savoir que lui dire. La vérité, tout simplement. C'est la première clé du bonheur à mes yeux, lui dit Francisca. La vérité. De façon globale, générale. Envers vous-même d'abord et envers les autres. Si je peux vous donner un conseil, cessez d'être gentil, soyez vrai, toujours, à tout moment. La vérité libère, vraiment. En 2021, Amandine, en visite chez sa cousine Hélène, entre un instant dans le salon, tirant sa tante de ses pensées. « On mange à quelle heure ? J'ai déjà faim. J'allais me mettre à préparer le repas, j'en ai pour 1 heure environ. Prends un biscuit en attendant si tu veux. » C'est ce que j'allais faire. Elle complète en effet son mouvement, ouvre le tiroir à crasse, comme elle aime qualifier les friandises, et en contemple le contenu quelques secondes, affichant par anticipation une mine de délectation réjouie. « En parlant de biscuits, reprend-elle, tu ne devineras jamais ce que Juliette, une copine de ma classe, m'a fait goûter aujourd'hui. Une espèce de cracotte, mais sucrée, avec de gros grains de sucre collés dessus. Elle a d'ailleurs appelé ça du pain. » « Du pain à la grecque ? » ?»« Oui, c'est ça, du pain grec. » »« Du pain grec, ironise Clotilde dans la tête de Marion. Les Grecs n'ont rien à voir là-dedans. » »« Je me demande d'ailleurs d'où ça vient, dit Marion à sa nièce, en se dirigeant vers son bureau pour lancer une recherche, ignorant la pensée parasite. « Bah d'ici, pardi !» s'exclame Clotilde. Elle sait bien que ce sont des frères du fossé qui l'ont créé pour le vendre et subvenir à leurs besoins. « Quand est-ce qu'on mange ?» demande Hélène qui entre à son tour dans le séjour, suscitant un sourire chez sa mère qui constate que sa fille et sa nièce sont restées les mêmes malgré leurs 17 et 20 ans respectifs, affamées à leur retour des cours. « Dans 1 heure. J'allais m'y mettre, mais je cherchais l'origine du pain à la grecque. Tu connais ça, toi ?»« C'est quoi ce truc ? Jamais entendu parler, répond la cadette. »« Oh ben ça alors !» s'enthousiasme Marion, qui a rapidement parcouru quelques lignes. « Ça n'a absolument rien à voir avec les Grecs. C'est un biscuit d'origine bruxelloise. Et du bout de notre rue. »« Du bout de notre rue !» s'esclaffe Hélène. « Comment ça, du bout de notre rue ?» Ce sont des frères d'un couvent qui existait au bout de notre rue qui l'ont inventé. Tu vois qu'on trouve des renseignements sur notre quartier, ajoute Marion, à l'intention de sa fille en repensant à son travail d'histoire. Il y avait un couvent au bout de votre rue ? Intervient Amandine étonnée. Oui, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la place de Brouckère. Quand tu passes devant le cinéma, avant de traverser pour aller à la poste, si tu tournes à gauche, tu rejoins la rue Fossé-au-Loup, de Wolvengracht en flamand. Comme l'entrée du couvent se trouvait de ce côté, on les appelait les frères du fossé. De Gracht, le fossé, se disait Grecht en dialecte. Il disait Brut van de Grecht, qui a été francisé lors de l'occupation française en pain à la grecque. Et ce qui est comique, c'est que plus tard, les pâtissiers flamands ont retraduit le pain en Griksbrood, littéralement pain grec. « Oui, c'est ça, maman, dit Hélène moqueuse, en levant les yeux au ciel en direction de sa cousine. « Qu'est-ce qu'on mange ?» ajoute-t-elle malicieuse, espérant ainsi tirer sa mère de ses recherches et l'inciter à se mettre au fourneau.
Au XVIe siècle, les pères augustins bruxellois distribuaient du pain aux pauvres depuis leur abbaye du Fossé aux Loups, traduit-elle à la volée du site flamand qui parle du pain à la grecque, avant d'ajouter dans la foulée pain de viande, petits pois carottes et pommes de terre, avec une soupe aux poireaux. J'aime pas les poireaux, râle Sophie. Je sais, répond Marion placide, connaissant le caractère bougon de sa cadette, par ailleurs drôle et attachante. Et qui était là avant les Augustins grince Clotilde dans la tête de Marion, qui commence à s'habituer à cette nouvelle présence incongrue dans son esprit. Les frères du Fossé, depuis le XIVe siècle. Les Augustins qui distribuaient le brut van der Recht aux pauvres, avec du sucre, insiste la Béguine sur un ton l'air de dire n'importe quoi. Ce serait intéressant de vérifier, pense Marion, qui s'arrache à contre-cœur de son ordinateur pour lancer la cuisson au four du pain de viande. Rodée à la routine quotidienne, elle parvient à éparpiller des temps de recherche entre les tâches culinaires pour tenter de découvrir ce que valait le sucre à l'époque. Une fois sa famille installée à table, elle revient sur le sujet. Tu vois, Hélène, il y a moyen de trouver des infos sur Internet pour ton travail d'histoire. J'ai découvert à propos du pain à la grecque que c'était une pâtisserie raffinée que les frères vendaient aux nobles et aux bourgeois pour subsister. Ok, tu m'aideras alors? Oui, bien sûr, je trouve cela passionnant. Tu disais qu'il y avait un couvent au bout de votre rue, glisse Amandine dans la conversation. Tu ne m'avais pas dit que c'était un couvent aussi, ici, avant? Si, il pullulait à l'époque, rit Marion. J'ai lu qu'il y en avait 39 à Bruxelles au XVIIe siècle. Oufti, réagit l'aîné, ressortant pour l'occasion l'interjection liégeoise de son enfance. Comme tu dis, réplique Marion, qui poursuit le partage de ses découvertes. C'était une petite communauté dont les frères sont devenus populaires au XVe siècle parce qu'ils ont aidé la population pendant la peste. Ils auraient vendu du pain à la grecque pour subvenir à leurs besoins, mais visiblement cela n'a pas suffi parce qu'ils ont dû accepter d'entrer dans l'ordre des Augustins au XVIe siècle. Cool, intervient Hélène, je pourrais l'intégrer dans mon texte. Tout à fait, mais il faudra bien vérifier les infos. On trouve de tout sur Internet. C'est génial pour le partage des connaissances, mais n'importe qui peut écrire. Je sais bien, l'interrompt l'adolescente. Je suis en section histoire, man. J'ai l'habitude d'analyser des textes. Oui, oui, je dis ça parce que cela m'étonnerait que les frères distribuaient du pain à la grecque aux pauvres. Je n'ai pas réussi à trouver ce que valait le sucre à l'époque. Par contre, j'ai trouvé d'une part qu'au XVIe siècle, le pain blanc coûtait quasiment 3 fois plus cher que le pain d'avoine, et que l'on en pétrissait pour les pauvres avec des fèves et des pois, et d'autre part que les archiducs Albert et Isabelle ont reçu en 1599 une collation principalement composée de sucreries lors de leur visite à Bruxelles. Alors tu penses bien, donner du pain blanc sucré aux pauvres, cela m'étonnerait. Ils recevaient du pain au pois, les pauvres, fait Hélène dégoûtée. En tout cas, ça m'intéresse. Et ça me donne même envie de commencer mes recherches pour mon TFE. Bien. Tandis qu'Hélène part mettre son projet à exécution, sa mère reprend les recherches de son côté, curieuse de découvrir des informations sur les pauvres clercs. Elle lit. Les Clarisses, d'après la réforme de sainte Colette dit Molanus, vivaient dans une pauvreté parfaite. Ça devait être d'un simple pour expulser les étrons, commente Clotilde dans son dos.